Bonsoir à tous et merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Lutter contre le discours extrémiste, c'est l'objectif du colloque international qui se tient aujourd'hui à Rabat à l'initiative de la Rabita Mohammedia des Ulama du Maroc et en partenariat avec la Ligue islamique mondiale. Les détails dans ce journal. Zéro Mika, l'heure est au bilan. 2 ans après l'entrée en vigueur de la loi interdisant l'usage des sacs en plastique au Maroc, le ministère de l'Industrie dresse un bilan extrêmement satisfaisant et encourageant. En cette période estivale, la prévention des risques de noyade bat sans plein. Des formations sont organisées au profit des maîtres nageurs dans leur espace de travail. Nous suivrons dans ce journal un reportage dans la plage casablancaise de Hilpiet. Avant de développer ces titres, d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au président de la République de Biélorussie, Monsieur Alexandre Loukachenko, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Message royal de félicitations adressé également par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Andrés Manuel López Obrador à l'occasion de son élection à la magistrature suprême des États-Unis du Mexique. Le 31e sommet de l'Union africaine qui a clos ses travaux hier dans la capitale mauritanienne Nouakchott a adopté la mise en place de l'Observatoire africain des migrations en Afrique suite à la proposition de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en sa qualité de leader de l'Union africaine sur la question de la migration. Cet observatoire dont le travail sera basé sur le triptyque comprendre, anticiper, agir aura notamment pour mission de collecter des informations et de développer leur échange ainsi que la coordination entre les États africains. Lancement ce mardi à Dakhla du réseau académique international sur l'autonomie et cela à l'issue des travaux de la conférence internationale sur l'initiative marocaine d'autonomie. Ce réseau académique aura pour objectif de servir de plateforme d'échange, de dialogue mais également d'apprentissage. Il vise également à fédérer les universitaires et les chercheurs pour continuer à étudier et à comparer l'initiative marocaine d'autonomie avec d'autres expériences et initiatives d'autonomie dans le monde. Je vous le disais en titre, la Rabita Mohammedia des Ulama du Maroc organise aujourd'hui à Rabat un colloque international sous le thème « L'analyse du discours extrémiste » placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Ce colloque est organisé en partenariat avec la Ligue islamique mondiale. Une trentaine de chercheurs marocains et étrangers y participent. Parmi les thématiques abordées figurent notamment le rôle des ulama dans la lutte contre l'extrémisme. Houdam Sahel et Mohamed El. Une conférence internationale qui vise à rapprocher du large public des concepts utilisés par les extrémistes pour justifier les campagnes de haine et de violence menées au nom de l'islam, notamment les concepts du djihad et de la guerre sainte. Le but donc est de déconstruire les discours de haine et de violence. Cette conférence internationale fait suite à la publication par la Ligue Mohammedia des Ulama de cahiers scientifiques sur ces thématiques d'actualité brûlante. Cette conférence vise à opposer des vérités aux fausses thèses des obscurantistes et autres extrémistes en vue de déconstruire le discours extrémiste en montrant ses défauts, ses carences, ses lacunes, selon une approche de logique qui a valeur d'antibiotique et de traitement du mal de l'extrémisme. Les multiples concepts répertoriés sont d'ailleurs détaillés dans les cahiers récemment publiés par la Ligue Mohammedia des Ulama. Une série intitulée « L'islam et le contexte contemporain ». Une série qui compte déjà 7 études, dont études dans la déconstruction du discours extrémiste et du concept de la jizya, déconstruction du concept du djihad ou encore État islamique, lecture dans les conditions et le foisonnement du discours extrémiste. Cette conférence internationale s'inscrit dans cette orientation de recherche.
Cette conférence a été structurée de façon à ce qu'elle soit couronnée par 2 ateliers pratiques qui devraient déboucher sur des recommandations claires, réalistes, pratiques, des recommandations dont on peut mesurer l'impact. Une conférence internationale dont les recommandations devraient servir de modèle pour des plans d'action au plan international en matière de déconstruction du discours extrémiste. Zéro Mika, l'heure est au bilan. 2 ans après l'entrée en vigueur de la loi interdisant l'usage des sacs en plastique au Maroc, le ministère de l'Industrie dresse un bilan, je cite, extrêmement satisfaisant et encourageant, avec une utilisation exclusive des produits alternatifs amis de l'environnement au niveau des segments de la grande et moyenne distribution et du commerce de proximité organisé. C'est un reportage réalisé par Zakia Belkas sur un commentaire de Nisri El-Hamdaoui. Visiblement, dans ce marché de la capitale, certaines mauvaises habitudes de consommation disparaissent petit à petit, à commencer par l'utilisation des sacs en plastique. Ose oublier donc ces sachets nocifs, remplacés aujourd'hui par des sacs réutilisables, amis de l'environnement. 2 ans après l'entrée en vigueur de la loi interdisant l'usage de ces sachets, le Maroc récolte le fruit de toute une stratégie écolo. L'ensemble du secteur organisé de la distribution, que ce soit la grande distribution ou la petite et moyenne distribution organisée, le sac plastique a disparu et a été transformé ou a été remplacé par les substituts. Évidemment, nous avons découvert au fil du temps une fabrication clandestine, additionnelle, des foyers d'utilisation non attendus, des souks continuent à être approvisionnés et les marchands ambulants en particulier. C'est l'étape dans laquelle nous rentrons aujourd'hui. L'étape suivante sera décisive. Le Maroc s'oriente vers l'éradication totale de ces sacs pollueurs qui continuent à être visibles dans certaines décharges. Il y a encore du chemin à faire. Nous nous attelons à lutter contre l'importation illicite des sachets en plastique. Il va également falloir exercer une pression sur certains pays qui continuent à confectionner ces sacs allant à l'encontre des engagements internationaux. Et puis, il est urgent de poursuivre les campagnes de sensibilisation à destination des citoyens. Ces derniers doivent comprendre les raisons de cet engagement. L'enjeu est aujourd'hui d'éveiller les consciences quant aux effets nocifs de ces sacs pollueurs sur l'environnement. Des sachets qui mettent jusqu'à 1000 ans pour se dégrader. Le Maroc prend à bras-le-corps ce fléau. Près de 4000 infractions ont été enregistrées à la suite de contrôles inopinés. Ouvrons à présent la page monde de ce journal. D'abord, ces drames liés à l'immigration clandestine. 3 naufrages et près de 180 personnes ont péri pendant les 5 derniers jours en Méditerranée. Le rythme de départ des migrants s'est accéléré après l'accord européen destiné à dissuader de telles traversées. Face à la multiplication de ces drames, les gardes-côtes libyens affirment ne pas disposer de moyens suffisants pour faire face à ces flux de migrants. Ils disent ne pas disposer que de 4 vieux navires prêtés par l'Italie. Dans le même registre, sachez qu'un second bateau humanitaire d'une ONG venant en aide aux migrants en Méditerranée a été bloqué dans le port de Malte. Le Sea-Watch 3, qui voulait reprendre la mer hier, a été bloqué à Malte sans aucune raison légale fournie par les autorités maltaises. Ces dernières avaient déjà ordonné la mise sous séquestre du Lifeline, navire humanitaire affrété par l'ONG allemande du même nom, arrivé à Malte la semaine dernière avec, pour rappel, 233 migrants à son bord, dont beaucoup de femmes et d'enfants. Le volcan Agun continue de gronder sur l'île indonésienne de Bali. Il est une nouvelle fois entré en éruption. Il a projeté des cendres jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Cette nouvelle éruption ne devrait pas perturber le trafic aérien pour le moment. La semaine dernière, le principal aéroport de l'île avait été fermé pendant plus de 10 heures, provoquant ainsi l'annulation de 446 vols et affectant près de 75 000 voyageurs.
Et puisque nous parlons de voyage, notez qu'une nouvelle ligne aérienne a été inaugurée entre Mascate et Casablanca à raison de 4 fréquences hebdomadaires. Elle permettra de renforcer les relations bilatérales entre le Maroc et le Sultanat d'Oman et d'améliorer les perspectives commerciales et touristiques entre les deux pays. Les précisions avec Sarah Katier. Accueilli par une arche de jet d'eau, le vol inaugural de la nouvelle ligne Mascate-Casablanca a atterri à l'aéroport international Mohamed V à Casablanca. La nouvelle ligne permettra de relier Mascate à Casablanca à raison de 4 fréquences hebdomadaires. C'est une liaison qui confirme la profondeur des relations d'amitié qui existent entre la Sultanat d'Oman et le Royaume du Maroc. Le lancement de cette ligne vient à point nommé vu que le Maroc connaît un essor économique et touristique important et que la destination Maroc est de plus en plus demandée. Cette desserte permettra également d'approfondir davantage les relations entre le Maroc et le Sultanat. La ligne aérienne Mascate-Casablanca permettra de renforcer les relations bilatérales entre le Maroc et le Sultanat. Elle offrira également l'occasion aux touristes marocains de découvrir le charme et la culture d'Oman et aux ressortissants omanais de s'ouvrir sur le Maroc, sa culture, son patrimoine et son tourisme. Focus à présent sur les cliniques écologiques. Elles existent bien que timidement désormais à Rabat, Casablanca et Oujda. Elles se fixent pour objectif la gestion des déchets médico-toxiques sur le lieu de leur production au lieu de les transférer à des sociétés spécialisées. Les développements dans ce reportage réalisé par Abdrahim Bencheikhi sur un commentaire de Mohamed Aïtchgar. Une problématique jusqu'ici discutée à huis clos entre praticiens, mais qui migre aujourd'hui vers le débat public. Et il était temps, car il s'agit bien d'un problème de santé publique. Le problème de tout ce qui est bucco-médical, c'est un problème de santé publique et ça coûte très très cher, d'abord pour le patient et après pour l'État. Et par conséquent, on s'est dit qu'il faut qu'on puisse comprendre un peu ce qui se passe à l'intérieur des cabinets dentaires et les aider à trouver des approches écologiques dans lesquelles il y a le respect du patient et le respect de l'environnement. Les dentisteries génèrent d'importantes quantités de déchets et ce qui interpelle le plus, c'est qu'aussi bien le patient que le praticien sont exposés à des risques toxicologiques certains. D'où la nécessité d'une standardisation de l'approche suivie au niveau des cabinets dentaires. Les déchets de mercure, les déchets d'amalgame. Donc on sait très bien, c'est-à-dire la toxicité et la dangerosité de cet élément, des métaux lourds. Donc il fait partie des métaux lourds qui sont les plus classés en termes de dangerosité. Et là, c'est neurotoxique. L'idée aujourd'hui est de rendre public le débat sur cette question de santé publique et de trouver des solutions pratiques à la question des déchets des dentisteries, à travers notamment l'adoption du concept de cabinet éco-sanitaire. La 17e édition du festival Mawazine Rythme du Monde, organisée la semaine dernière sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, a franchi la barre des 2,5 millions de spectateurs, en plus des millions de téléspectateurs qui ont célébré cette année les musiques du monde entier à travers les chaînes de télévision nationales et internationales ainsi que par le biais des réseaux sociaux, indique l'association Maroculture, organisatrice de l'événement. Festival de tous les records avec une fréquentation qui ne cesse de grandir d'année en année. Mawazine propose un accès gratuit à 90% des festivaliers. Mawazine est aujourd'hui l'un des rares festivals au monde à ne pas percevoir d'argent public, explique Maroculture, précisant qu'entièrement autonome, son modèle économique s'appuie sur les revenus tirés des ventes de tickets et du sponsoring des sociétés privées, éliminant ainsi toute aide publique.
Sans transition, en cette période estivale, la prévention des risques de noyade bat son plein dans la plage casablancaise de Ain Diab. Des formations sont organisées au profit des maîtres nageurs. Ces soldats qui veillent à la sécurité des baigneurs s'attellent à leur mission au sein même de leur espace de travail, sous l'œil curieux des estivants. Nisril El-Hamdaoui. Un coup de sifflet qui donne l'alerte à la plage de Ain Diab à Casablanca. 2 maîtres nageurs accourent pour sauver de la noyade un baigneur imprudent. La scène est fictive, mais elle peut s'avérer proche de la réalité. Cette simulation permet aux maîtres nageurs sauveteurs de se frotter aux épreuves de sauvetage sous le regard intrigué des estivants. Ce que vous venez de voir est une opération de sauvetage d'un baigneur. Cela fait partie de notre formation pratique. L'idée est de nous permettre d'être efficaces sur le terrain, avec notamment l'aide des moyens logistiques de la protection civile. Il y a un exercice de plongée à 20 mètres et une autre épreuve de sauvetage d'une poupée qui a la forme d'un être humain, et ce à 3 mètres de profondeur. Un exercice proche de la réalité, histoire de mettre le maître nageur dans le bain du quotidien de ce métier. Ces hommes bénéficient également d'une formation au premier secours. Aux aguets toute la journée, les maîtres nageurs sauveteurs veillent à la sécurité des baigneurs. Ils sont prêts à intervenir à n'importe quel moment. Et par prévention, ils sensibilisent jeunes et moins jeunes aux dangers de la mer. Les estivants sont appelés à coopérer avec les maîtres nageurs et rester à leur écoute. Il y va de leur sécurité. La plage connaît une forte affluence en cette période. Les maîtres nageurs veillent au grain. Ils s'acquittent comme il se doit de leur mission. Nous devrions nous montrer coopératifs. En cette période, ces maîtres nageurs sauveteurs travaillent quotidiennement 12 heures par jour, animés par la passion de sauver les baigneurs et garantir la quiétude des estivants. Elle est produite par les moutons, les chèvres, les lamas, les lapins angora et les chameaux. On l'utilise essentiellement pour confectionner des vêtements, des tissus et d'autres tricots. Vous l'aurez deviné, je vous parle de la laine. Elle est à l'honneur sous toutes ses formes au Moussem culturel d'Assela. On doit la performance à la très talentueuse marocaine Amina Gzenay qui a réussi à faire de ce matériau ancestral une véritable œuvre artistique toute pleine de poésie. Khadija Zarwal, Mohamed Nasseri et Dominique Orlando, regardez. Il y a des pelotes de laine à peu près partout dans cette exposition très surprenante qui a réuni autour de la créatrice Amina Gzenay une petite dizaine de tisseuses expérimentées. Toutes y ont réussi à dérouler leur talent immense avec cette fois le maximum de latitude. Le résultat est étonnant. Il confère à l'ensemble du lieu une texture très particulière d'où émerge très vite une saveur poétique qui agit instantanément sur le visiteur. بصفة عامة الصانعات التقليديات ماشي غير في المغرب في العالم كله كيستعملوا المادة. En règle générale, et pas simplement au Maroc, c'est aussi le cas partout ailleurs dans le monde, les femmes artisanes qui travaillent la laine le font essentiellement pour confectionner des objets utiles. Des sacs, des robes, des chaussures, des chaussons ou des châles. Dans le cas de ce projet mis en place par Amina Gzenay, il s'agit de permettre à ces femmes d'entretenir un autre rapport plus tactile avec cette matière noble. في النساء اللي نتجوا هذا الشيء هذا واحد الوعي واحد الفكر على المادة اللي هو خارج على المنطق ديال la fonction de l'objet. Il s'agit donc de recréer entre la matière et l'artisane un tout autre lien de communication qui puisse permettre à l'une comme à l'autre de laisser s'entrelacer leur musicalité propre avec beaucoup d'harmonie. C'est probablement pour cela que l'exposition s'intitule Bruit au pluriel. Elle a déjà fait des vagues dans l'enceinte de ce Moussem culturel d'Assila qui, comme de coutume, se révélera l'autre lieu idéal
pour toute vraie tentative de création à forte portée expérimentale. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une agréable soirée sur Almoula.